Et nous sommes en direct. Bonjour, bienvenue à toutes et Bon, tous. Bonjour, bienvenue au live meeting de Vestia, organisé par Lita.co, la plateforme d'investissement responsable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Brosseau, animatrice de levée de fonds chez Lita.co. Et on a le plaisir aujourd'hui d'être avec Philippe-Antoine Brouillard, directeur général du groupe Vestia. Merci, bienvenue. bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Donc, je vous laisse à toutes et tous le temps de, voilà, de vous connecter. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, vous avez donc accès à un chat en bas à droite dans lequel vous pouvez nous dire bonjour, voilà, nous dire d'où vous venez, la région depuis laquelle vous vous connectez. En attendant que tout le monde se connecte, on est déjà à plus d'une quinzaine. Merci. Voilà, donc pour vous donner un petit peu de contexte, Vestia est actuellement en levée de fonds sur la plateforme avec un objectif de collecte de 1,5 million. Donc actuellement, la levée de fonds est en phase de pré-collecte, c'est-à-dire c'est une phase dans laquelle vous pouvez réserver votre investissement. Il y a déjà 430 personnes qui ont annoncé donc, des intentions d'investissement à hauteur de 770 000 € à ce jour. Donc ce qui promet une belle dynamique, de collecte. D'ailleurs, l'ouverture des souscriptions est prévue dans les prochains jours. Donc je vous invite à bien vérifier que votre profil, investisseur sur lita.co est complété et validé pour pouvoir investir à temps. Donc en attendant que d'autres peut-être se connectent, rapidement pour vous donner, voilà, le contexte de Vestia qui fait sa levée de fonds dans le cadre, de sa transformation avec Lita. Donc voilà, face aux défis climatiques et à l'urgence de s'adapter, à la réalité éclairée notamment par les derniers rapports du GIEC, Lita a lancé une nouvelle offre l'année dernière, donc qui s'appelle Transformation, que vous connaissez peut-être, déjà, dont le premier axe en fait est dédié au climat, pour proposer justement aux citoyens et citoyennes d'investir directement dans la transition de toutes les entreprises qui participent activement à décarboner l'économie. Donc l'ITA a choisi de cibler spécifiquement les PME et les ETI au sein de secteurs polluants, de secteurs conventionnels, afin de les accompagner dans leur décarbonation, dans leur transformation, et qui permet aussi du coup de proposer des investissements à risque modéré pour les citoyens. Donc c'était le cas de Réalité. Peut-être que certains, ont participé à la levée de fonds de Réalité l'année dernière, qui est un groupe, de développement territorial, qui a été le premier acteur sur l'ITA, enfin voilà, qui a collaboré avec l'ITA dans le cadre de sa transformation pour décarboner la filière, construction, donc qui est un des secteurs, voilà, les plus générateurs de CO2 et qui soulève une réelle urgence à être décarboné. Donc le groupe avait levé, 3,5 millions à l'époque et a rassemblé plus de 1 000 personnes, donc ça montre vraiment l'attrait des investisseurs citoyens de participer, à cette transformation. Et là, le groupe Vestia est donc le second acteur financé, par Lita.co dans cette même mission de financer la décarbonation de son secteur. Donc c'est là que je vous laisse la parole, Philippe-Antoine, pour nous présenter, Vestia. Donc, bonjour à tous. Comme le disait Émilie, hein, donc Philippe-Antoine Brouillard, je suis directeur général du groupe Bessia. Donc, juste pour vous présenter pendant une quinzaine de minutes l'entreprise et le groupe. Donc, on est à l'origine une entreprise de promotion immobilière qui faisait un métier de promotion immobilière classique, que je vous expliquerai tout à l'heure, et qui aujourd'hui et depuis 4 ans a vraiment fait la transition, comme l'évoquait Émilie, une transformation sur les deux aspects écologiques et sociétal. Et donc aujourd'hui, on a l'ambition et on est déjà sur différentes thématiques, un acteur à impact en fait sur l'ensemble de la chaîne de l'immobilier. Donc qui est Vestia en fait, c'est un groupe et je le disais, donc promoteur immobilier engagé, investissant aujourd'hui dans l'industrie et les nouveaux usages, donc dans l'industrie pour la partie écologique et dans les nouveaux usages pour la partie sociétale. Nos valeurs, donc on a cité 3 valeurs qui sont les valeurs issues d'un sondage de nos salariés qui a été fait il y a 1 an au sein d'un groupe de travail dédié. Et les valeurs qui sont ressorties, c'était le dynamisme, la créativité et l'innovation, qui sont des valeurs qui nous sont chères et qui sont dans l'ADN de l'entreprise depuis sa création. Donc, création qui date d'il y a 28 ans, puisqu'elle a été créée en 95, aujourd'hui, l'entreprise, et avec 75% de projets à impact, c'est-à-dire 75% de projets qui se définissent avec des ambitions plus élevées que la réglementation actuelle, donc soit avec des ambitions extrêmement fortes sur les deux volets écologiques et sociétaux.
donc une entreprise à forte croissance, puisque c'est une entreprise familiale que j'ai rejoint il y a une dizaine d'années aujourd'hui, avec une multiplication du chiffre d'affaires par 5 en 10 ans, puisqu'on était à peu près sur 6 millions d'euros en chiffre d'affaires consolidé en 2012, et l'an dernier, un CA consolidé d'une trentaine de millions d'euros. Donc, en termes de pipe et de volume d'activité pour l'avenir, on a déjà une quarantaine de programmes immobiliers en cours, c'est-à-dire en promesse de terrain, en permis de construire, ou déjà commercialisés qui sont en lancement travaux et qui représentent aujourd'hui 200 millions d'euros de volets d'activité pour les prochaines années. Donc, on parlait de transformation sur 2 axes. Cette transformation, elle s'est accompagnée de 2 axes forts au sein de l'entreprise, puisqu'on est une entreprise, vous l'avez vu, à forte croissance. Donc, la première ambition, c'était de structurer l'entreprise face à cette ambition de croissance, avec une gouvernance, donc avec un comité de direction que je vous présenterai juste après, et une stratégie à impact structurée sur les années passées, donc depuis 4 ans, et les années à venir. Un volet fort aussi d'innovation, que j'évoquais tout à l'heure, qui est une valeur aujourd'hui qui est intégrée par l'ensemble des salariés. Un volet innovation donc sur l'aspect éco-construction, avec la création d'un volet industriel fort, et l'économie de l'usage, donc avec l'ambition de travailler sur l'impact sociétal de nos opérations. Le groupe Vestia, donc on parle de structuration, le groupe Vestia, on l'a structuré l'année dernière en plusieurs pôles pour l'avoir clairement défini auprès de l'ensemble de nos investisseurs et de nos partenaires financiers bancaires. Donc avec la maîtrise d'ouvrage qui est le cœur de métier de Vestia, donc la promotion immobilière, qui ne devient finalement plus qu'un outil au service de la transformation écologique et de la transformation sociétale. Transformation écologique, donc on va retrouver sur la partie innovation, donc avec Vestia Innov, qui est notre maîtrise d'œuvre et notre bureau d'études intégré pour mieux maîtriser la conception de nos projets, et notre entité industrielle, WBI, qui est une entité de construction hors site. Et ensuite, je parlais de transformation au service de la transformation sociétale pour les nouveaux usages avec Vestia Life, sur lequel on est déjà opérateur de gestion de centres médicaux et paramédicaux, et également gestionnaire de résidences, donc avec un service de mobilier pour équiper l'ensemble de nos résidences jusqu'à l'ensemble de l'équipement et du mobilier. Et une foncière qui est Vestia Arrêt. Donc vraiment, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, notre transformation est essentielle, et c'est une transformation et une révolution de notre métier. Donc c'est la maîtrise d'ouvrage qui devient un outil au service de la transformation écologique et sociétale. Donc structuration, donc avec la gouvernance, donc avec la création d'un comité de direction, donc avec le recrutement depuis 3 ans de salariés qui sont avec une expérience pour nous accompagner dans notre structuration financière et dans notre structuration technique, qui ont chacun une quinzaine d'années d'expérience minimum dans des grands groupes immobiliers. Je parlais aussi de réalisation à impact. Donc là, c'est un petit panel des réalisations qu'on a en cours ou qui ont été livrées pour définir ce qu'est pour nous l'impact dans une réalisation immobilière. Donc on va trouver des réalisations qui sont sur des zones, des communes de taille moyenne, où l'ambition des villages est de trouver des opérations qui sont à haute valeur d'usage et à haute valeur environnementale. Donc la première, par exemple, qui est faite par notre agence de PACA, avec 55 logements sur lesquels on va apporter une réponse aux besoins sociétals avec une dizaine de logements en résidence senior, sur lequel on gère et on a créé en fait l'aménagement du local commun à rez-de-chaussée, qui sera un local commun intergénérationnel puisqu'il servira aussi de salle commune pour l'ensemble des associations de la ville. Donc, ça a été une gestion juridique avec l'ensemble des interlocuteurs, aussi bien le bailleur social qui va être acquéreur de la résidence et gestionnaire, que nous en tant que gestionnaire du local commun, et la commune qui va également profiter de cet espace. En plus, nous avons une haute qualité environnementale avec un bâtiment durable méditerranéen qui est un label issu de la région PACA avec un niveau argent. Le deuxième, c'est notre première résidence dans la nouvelle version et la nouvelle dynamique qu'on a voulu engager sur le tertiaire, avec un immeuble de bureaux et locaux d'activité en pied d'immeuble à très haute performance environnementale,
ce qui nous a permis de réduire les charges de manière drastique, puisqu'on est passé d'une moyenne de 25 € environ de charges par an à 9 € de charges par an pour les futurs résidents de l'immeuble. En contrepartie de quoi, on a réutilisé une partie de ce gain pour faire des usages en plus. Donc la gestion, là aussi, d'un local commun à rez-de-chaussée avec des usages partagés, une conciergerie connectée au service de l'ensemble des salariés, et une salle commune typée mode coworking ou avec des réunions informelles et de restauration le midi. Donc on est vraiment sur un usage qui est déployé et qui est avec une ambition forte, qui profite à l'ensemble des salariés, plus une ambition écologique extrêmement forte, puisqu'on est encore à ce jour le seul bâtiment durable Occitanie, donc dédié à la région Occitanie niveau or, donc le plus haut niveau de performance, pour un acteur privé de la région. Donc avec typiquement des façades bois, des panneaux photovoltaïques qui permettent l'autoconsommation des parties communes et des places de parking, et un système de coursives extérieures qui permet une transparence et des locaux traversants en fait, permettant de générer moins de gains, enfin plus d'économies en fait d'énergie et de chauffage. Le troisième, c'est un axe également fort puisque ça correspond à l'une de nos premières résidences qui sera issue de notre usine de construction hors site en modulaire bois 3D. Donc dont j'évoquerai juste après, mais notre usine va construire des bouts de logement en atelier, donc jusqu'à la peinture, le sol, la salle de bain et la cuisine, et va ensuite les assembler comme des Legos sur site. Donc on est sur des résidences qui sont dans notre logique de décarbonation de notre métier. On est à moins 85% d'émissions de carbone par rapport à la réglementation actuelle, qui est une réglementation qui ne date que de l'an dernier. Donc on est déjà sur les objectifs de 2030 par rapport à cette réglementation. Donc avec des logements qui sont 100% bois et fabriqués en atelier. Le quatrième axe, c'est aussi une association avec des architectes qui partagent notre vision. Donc là, on s'est associé sur un concours en centre-ville de Montpellier avec un architecte franco-belge international, donc Vincent Calbeau, qui a été nommé par le Time, un magazine américain, architecte de l'année au niveau mondial pour sa vision sur la biodiversité. Donc là, on a travaillé avec lui sur la végétalisation de façade, avec forcément, puisqu'on est à Montpellier, sur l'usage d'un recyclage d'eau grise pour diminuer au maximum la consommation d'eau pour végétaliser la façade. Projet en développement, donc ça porte aussi une ambition avec des projets qui sont aussi d'une taille plus importante, puisqu'on a structuré l'entreprise par rapport à ce calibre d'opération. Donc avec à droite aussi dans l'objectif d'impact, c'est d'avoir 25% à minima de nos projets en réhabilitation. Donc là, on parle de l'immeuble qui est basé sur le centre-ville de Montpellier, sur lequel on va réhabiliter en fait l'immeuble pour le configurer en logement. À gauche, c'est un concours sur lequel on est en finale, mais qui porte notre ambition au niveau du logement et du bureau, puisque sur un immeuble où on nous demande du bureau, du logement et du commerce, on vient créer de l'usage en travaillant avec les commerçants locaux et en travaillant avec des restaurateurs également locaux pour créer des services de restauration. Et sur le logement, avec une vraie diversité, une vraie mixité sociale. Donc, plus une approche en termes de construction durable, avec une partie qui sera issue de notre usine en module bois et une forte ambition environnementale en cœur d'îlot sur la biodiversité. Donc, je parlais d'un marché, le positionnement de Festia au sein de son marché. C'est qu'on a un marché qui alors aujourd'hui, je pourrais même enlever la parenthèse au sein du R, puisque là, c'est acté, on est vraiment en pleine révolution. Donc, en révolution sur les différentes thématiques de notre métier. C'est-à-dire que notre métier, c'était avant, c'était il y a à peine 5 ans, c'était on achetait un terrain, on vendait les logements en VFA, donc en vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire sur plan. On construisait et on donnait les clés à nos futurs acquéreurs. Aujourd'hui, le modèle a complètement évolué parce qu'aujourd'hui, trouver un terrain, nous, on se positionne plutôt en prescripteur qu'en prospecteur du fait d'avoir travaillé et de nous être transformés en opérateurs sur le volet écologique et le volet usage. C'est-à-dire qu'on va voir les collectivités en répondant à leurs besoins ou en leur donnant des réponses à leurs besoins, à leurs attentes et aux attentes de leurs concitoyens, et on s'inscrit en fait dans des attentes, ce qui nous permet de travailler sur des terrains sur lesquels ils ont déjà réfléchi sur une évolution et une mutation, et aussi de limiter le risque de recours pour nos opérations.
et de maîtriser aussi la charge foncière. Donc ça, c'était un premier enjeu. Sur l'aspect avec nos acquéreurs, c'est que nos acquéreurs ne souhaitent plus juste se contenter d'avoir les clés en fin d'opération, donc sont en attente d'usage. Donc là, c'est une réflexion sur qu'est-ce qu'on imagine comme usage avec eux. Donc on a intégré la PropTech, donc issue de la French Tech, donc réseau de startups locales depuis l'an dernier. Et on s'inscrit avec ces startups pour trouver de nouveaux usages, notamment sur tout ce qui va être conciergerie connectée, gestion des espaces communs, ou avec des associations locales sur la gestion des espaces verts. Donc c'est tout cet écosystème qu'on met en place au service des futurs résidents de nos résidences, de nos projets. Sur les prix de vente, on parlait de hausse des prix de vente, je pense que vous en avez écho au niveau des médias aujourd'hui. Par la maîtrise du coût constructif issu de notre filiale de bureau d'études et de maîtrise d'œuvre, mais aussi par la filiale industrielle de coûts de construction, nous arrivons à maîtriser nos coûts de construction et du coup à imaginer et à concevoir des projets qui seront en fonction de ces coûts de construction. Donc cette maîtrise est cruciale pour cette révolution justement de notre métier et pour apporter en fait plus d'usage et plus d'écologie à nos projets. Donc sur le panel des concurrents, donc on va retrouver réalité justement puisqu'aujourd'hui on considère que sur cette révolution de notre métier, il y a vraiment un axe agilité et innovation qu'il faut avoir et qu'on a par la nouvelle structuration de notre entreprise. Donc on va être un panel de plusieurs opérateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, mais finalement on s'aperçoit qu'on est encore très peu à avoir justement saisi cette transformation de notre métier sur ces deux volets. Donc sur le modèle économique d'un promoteur, aujourd'hui le modèle économique, on est sur le financement d'une opération se fait de manière très simple, c'est-à-dire qu'on trouve des acquéreurs, je vous disais, qui vendent sur plan. On apporte une partie de nos fonds propres en fait qui correspondent à 10% de notre opération et ensuite on a une rentabilité économique qui se fait via la marge de nos opérations qu'on réinvestit en fait pour les futurs fonds propres de nos opérations. Donc sur le développement national, on a une implantation qui aussi favorise de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier et être juste acteur de notre territoire sur Montpellier. Donc aujourd'hui, on est opérateur au niveau national, puisqu'on a ouvert une agence à Saint-Provence pour couvrir PACA depuis maintenant 4 ans. On a l'usine de construction hors site qui est basée sur Alès. On a ouvert une structure parisienne l'an dernier également. Et on a l'ambition d'ouvrir 2 entités, une qui sera entre Agen et Bordeaux cette année pour couvrir le bassin entre Bordeaux et Toulouse, et Lyon pour couvrir le bassin de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc je parlais du défi de WBI. Donc ça, c'est parti d'un constat très simple. C'est aujourd'hui la crise qu'on vit est issue en grande partie de l'aspect de l'évolution des coûts de construction. Donc la hausse des coûts de construction, excusez-moi, est basée sur 2 facteurs. La hausse des coûts de matériaux pour une partie, et aussi pour une autre partie par la baisse des compétences sur chantier, donc qui s'est accélérée suite au confinement et à la période de Covid. Donc on a décidé d'y répondre en créant en fait ce qui n'a aujourd'hui jamais été encore vraiment fait dans le bâtiment, puisque c'était de créer une vraie révolution industrielle au niveau constructif, en industrialisant une grande partie de ce qui se fait aujourd'hui sur chantier dans notre usine. Donc cette usine qui fait 8000 m², sur lequel on a mis 8 millions d'euros d'investissement, permet de créer, comme je le disais tout à l'heure, des bouts de logement qui sont complètement finis en fait en atelier. Ce qui permet d'avoir une vraie chaîne de production. Et là où on change le paradigme, c'est que ces modules-là sont conçus au sein de notre filiale WBI par une équipe de bureaux d'études intégrés et des architectes dédiés qui ensuite co-conçoivent le projet avec les architectes du projet. Ce qui inverse complètement le raisonnement qu'on avait avant, puisqu'avant on attendait les plans de l'architecte pour chiffrer, et une fois qu'on avait chiffré, quand ça ne rentrait pas, on refaisait un tour avec l'architecte et pour ne pas s'en sortir, puisqu'au final le projet avait été déjà validé par la collectivité. Là où on conçoit le projet directement avec l'architecte, ce qui nous permet d'industrialiser le process et d'avoir déjà des briques de Lego de couleurs finalement qu'on propose à l'architecte et sur lequel il va jouer avec. Donc, ce qui permet d'avoir une architecte qui est quand même très diverse et qui ressemble à ce qu'on peut voir dans la construction traditionnelle, mais avec un coût sans commune mesure et une rapidité d'exécution sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir sur une construction traditionnelle. Puisqu'aujourd'hui, on va aller 2 fois plus vite que ce qu'on peut avoir sur un chantier traditionnel.
et avec un coût qui va être équivalent à la construction traditionnelle, mais avec une performance énergétique sans commune mesure. C'est-à-dire on va avoir 3 fois moins de carbone et 30% de consommation énergétique en moins. Donc notre capacité de production aujourd'hui, elle est de 8 chaînes de production. Donc c'est-à-dire qu'en pleine mesure, cette usine pourra produire 8 bouts de logement par jour. Et donc avec un CA prévisionnel qui est déjà pour l'an prochain de 30 à 40 millions d'euros. Donc, les acteurs sur lesquels on se dirigera, donc c'est vraiment du logement classique, mais on va retrouver tout type de logement, c'est-à-dire du logement résidentiel au logement très social, avec du logement d'urgence, mais également du tertiaire avec du bureau. Donc, à titre d'exemple, on a gagné en fait vendredi, donc c'est très très récent, on a gagné un projet de 6000 m² donc sur la métropole de Montpellier, pour réaliser 3000 m² de locaux d'activité qui seront en construction traditionnelle pour le pied d'immeuble, et ensuite 2 niveaux de bureaux qui seront en module bois. Donc avec, encore une fois, un gain en rapidité d'exécution et en termes d'impact carbone. Donc on s'est inscrit forcément dans le réseau des startups, puisqu'aujourd'hui WEI, comme j'ai évoqué, fait partie de la French Tech via la French PropTech et la French Fab. Donc sur la roadmap aujourd'hui, en termes de progression, donc on parlait de 2022, en fait, avec vraiment la décision de partir sur une véritable stratégie de transformation et d'organiser cette stratégie de transformation l'an dernier. Donc avec la réalisation des premières opérations, puisque notre première opération sera livrée dès cette année à Béziers pour 36 logements pour personnes en situation de handicap, et une création d'une formation aussi. Je parlais de baisse de compétences sur chantier. Il faut savoir, à titre d'exemple, un ouvrier sur chantier, c'est 25% de productivité. Un ouvrier en usine, c'est 75% de productivité. Donc, ce qui va nous permettre aussi de former via des formations continues en lien avec les CFA, mais aussi avec l'école d'ingénieurs des mines d'Alès, de créer de la formation continue. Et c'est pour ça qu'on a créé et on est en train de structurer l'organisme 3D Building Academy, qui nous permettra de former en formation continue des ouvriers et de les faire changer de poste selon leurs souhaits et selon leurs envies. La création du label Vestia et un bilan carbone et une stratégie climat, donc le bilan carbone qui sera réalisé par Carbone 4 et qui sera lancé à partir de septembre. Donc en 2024, nous nous positionnerons sur un nouveau siège avec une ambition environnementale très forte et avec toujours en conservant cette ambition de minimum 75% de nos opérations ESG, puisque les opérations avaient été lancées et malheureusement avec l'inertie qu'on peut connaître dans l'immobilier, des opérations qu'on avait lancées en 2020 sortent à ce jour. Donc on est encore sur ce 25%, mais avec une ambition forte de diminuer cette part de 25% de projets à non-impact au fil des ans jusqu'à 2026. Voilà, donc sur les prévisions financières du groupe, l'ambition pour le groupe est d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros d'ici 5 ans. Donc les perspectives de cette année, pour l'instant, sont maintenues et même sont soutenues par notamment les ventes en bloc qu'on peut réaliser avec nos partenaires, mais aussi par la qualité de nos opérations. Je vous parlais notamment de l'opération au centre-ville avec l'architecte international lié à la biodiversité, qui est une opération qui, par sa programmation et sa valeur architecturale et patrimoniale, se vend très bien. Et ensuite, l'activité WBI, qui a un profil plutôt de croissance start-up, forcément, mais dont l'avantage, c'est de faire partie d'un groupe qui possède une filiale de promotion immobilière et qui lui permet aussi d'éviter les soubresauts en termes de cycle de charge, puisque l'activité de promotion vient combler, par sa production propre, le cycle de l'usine, avec déjà une quinzaine de projets portés par la structure de promotion immobilière. Voilà, donc c'est alors pourquoi avoir choisi l'ITA donc l'ITA pour nous ça a été tout de suite une évidence, parce que il y avait une vraie concordance en fait de vision sur l'entrepreneuriat à impact. Et donc pour nous ça avait vraiment du sens de partir avec l'ITA plutôt qu'avec une autre plateforme, parce que l'ITA avait cette notion de nous pousser aussi dans nos retranchements, notamment et de structurer cette ambition de transformation
Et donc, il y a eu une vision commune et du coup, c'est aussi pour ça qu'on voulait partager en fait cette levée de fonds qui intégrera principalement en fait l'investissement dans le cadre de nos projets à construction modulaire bois et le financement de l'usine. Puisqu'aujourd'hui, en termes d'ambition au niveau de l'usine, c'est qu'on fait partie des 5 premiers aujourd'hui en termes d'industriels de la construction hors site. Nous avons l'ambition de développer une nouvelle usine sur Amiens. Et donc, toute cette structuration financière à impact est extrêmement forte pour nous et nous avions le souhait d'être accompagnés et être accompagnés par l'État, encore une fois, était une évidence. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions par rapport à l'ensemble de cette présentation. Merci beaucoup Philippe-Antoine, c'était très complet. Ça fait une bonne transition aussi pour vous expliquer aussi les raisons pour lesquelles on a collaboré avec Vestia et qu'on les accompagne dans leur transformation. C'est qu'en plus de déployer une stratégie RSE très ambitieuse, Vestia voilà, est une entreprise mieux-disante sur son secteur en termes d'engagement et un engagement qui ne date pas d'hier. On a identifié 4 points clés principaux pour investir sur cette levée de fonds. C'est d'abord, il y a un historique de croissance et de rentabilité qui est constaté avec un pipe justement très solide sur les opérations des prochaines années, comme on l'a vu sur la roadmap et le développement au niveau national. Le deuxième point, c'est que du coup, c'est un acteur quand même de taille régionale avec un impact local, mais avec une forte ambition environnementale et de développement aussi au niveau national. Le troisième point, c'est aussi la diversification, une diversification sur l'activité, donc à fort potentiel, notamment de la construction bois de modules hors site. Et dernier point, et pas des moindres, c'est que c'est aussi une entreprise qui est indépendante, familiale, qui est prête à la consolidation avec une équipe qui est dimensionnée pour sa croissance. Donc voilà les éléments principaux qui ont été relevés, même si au-delà de ça, c'est aussi beaucoup de discussions, d'échanges et de partage de valeurs. Vous pourrez aussi retrouver beaucoup plus d'informations sur le dossier d'investissement qui est en cours de finalisation par nos analystes, qui sera disponible sur la page de la levée de fonds. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, on a déjà pas mal de questions. Je vous invite à les poser, hein. Vous avez encore le temps de les poser dans l'onglet dédié questions pour être sûr qu'elles soient traitées de vive voix. Donc, du coup, Philippe-Antoine, juste pour vous dire, les questions sont votées. Vous pouvez, du coup, chaque participant peut voter question préférée pour qu'elle soit posée en direct en premier. Donc, on a une question qui a été votée plusieurs fois de Maëlle. Comment les difficultés du marché vous impactent-elles? Hausse des taux, financement en forte baisse, etc., par rapport à vos concurrents? Et si la situation s'aggrave encore, quelles sont les forces de Vestia pour résister au mieux que la concurrence? Alors sur cette question, donc forcément, on en parlait, hein, il y avait un vrai enjeu sur la hausse des taux hein, qu'on a vécu ces derniers temps. Au contraire, en fait, nous, on le prend plutôt comme une opportunité. C'est que aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est quand même une crise, mais qui est différente de celle qu'on a pu voir au préalable. C'est que je l'évoquais tout à l'heure, c'est une vraie révolution. C'est-à-dire que là, on voit certains de nos confrères dire vous inquiétez pas, ça va passer, le gouvernement va nous aider. Aujourd'hui, on n'est pas là. C'est-à-dire qu'on vit une profonde révolution de notre métier. Et le gouvernement nous a fait un signe fort. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de réécouter le discours d'Elisabeth Borne, la Première ministre, à la fin de son discours, elle dit « Nous allons investir et appuyer massivement la construction hors site ». Donc en fait, elle engage les opérateurs et nous-mêmes à nous réinventer. Et c'est dans ce contexte-là où en fait on a saisi en fait notre épingle du jeu en investissant très tôt, hein, puisque monter une usine en fait ça se fait pas d'un claquement de doigts. Ça fait déjà 2 ans qu'on y travaille. Donc ça veut dire que tous les opérateurs aujourd'hui qui s'y mettraient ou réfléchiraient aujourd'hui à s'y mettre auraient à minima 2 ans ou 3 ans d'inertie pour s'y mettre. Alors que le projet et le problème il est aujourd'hui. Donc c'est là où on tire notre épingle du jeu et nos forces réelles, c'est cette capacité et encore une fois, on a des salariés qui ont cette valeur qui est prégnante, c'est-à-dire d'innovation
mais aussi, alors en toute humilité, d'anticipation en fait des enjeux qui arrivent et des mutations potentielles du marché. Donc la hausse des taux a pu impacter en fait sur des projets anciens, mais alors la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui en stock dur, je vous montrais, on a livré 1200 logements. Par rapport au pipe qu'on a, ça représente à peu près 600 ou 700 logements, mais on n'a qu'un seul logement en stock dur, c'est-à-dire un seul logement qui n'a pas été encore vendu après livraison. Donc on a un risque qui est extrêmement faible et extrêmement mesuré. Donc ça veut dire que toutes les opérations qu'on lance aujourd'hui sont des opérations qui sont déjà pré-commercialisées et sur lesquelles on a dit OK, on s'y engage parce qu'on sait qu'on correspond au marché d'aujourd'hui et surtout au marché de demain avec cette hausse des taux et les financements. Alors sur les financements en forte baisse, nous, on ne le voit pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on est partenaire et du fait notamment avec l'usine de bois, on a les principales banques qui nous suivent. Donc aujourd'hui, on est accompagné par l'ensemble des filiales de la groupe BPCE, donc par 5 de leurs filiales, par le Crédit Agricole, par la Société Générale, et aujourd'hui, on essaye de travailler également avec la BNP. Donc l'ensemble des partenaires bancaires nous suivent. Donc là, sur les financements, on n'a pas trop de soucis. Alors si vous parliez des financements des acquéreurs, aujourd'hui, notre marché et notre évolution fait qu'on va de plus en plus tendre faire du financement institutionnel, donc soit vers des bailleurs sociaux, soit vers du logement intermédiaire, soit vers des institutionnels privés. Donc ce marché aussi se transforme et représente déjà 2/3 en fait du marché français de l'immobilier. Donc on a décidé d'éviter de se battre avec nos petits amis sur le tiers restant qui va malheureusement se restreindre du fait de la hausse des taux et du financement en forte baisse. Et on s'est clairement positionné avec les institutionnels aujourd'hui. Merci Philippe-Antoine, ça répond bien à la question. Je pense, n'hésitez pas à nous confirmer si ça vous convient dans le chat. On a d'autres questions, notamment des questions d'Antoine. Poser une question justement sur la compensation carbone. Fait-elle partie de vos outils pour réduire vos émissions? Si oui, à quelle hauteur? Il posait aussi la question d'où vient le bois utilisé et quelles essences. On va commencer par celle-ci. Alors, sur la compensation carbone. Alors la compensation carbone, alors la chance qu'on a en fait, c'est qu'aujourd'hui c'est aussi quelque chose qui se financiarise en fait. C'est-à-dire que la compensation carbone aujourd'hui, je vous parlais de partenaires bancaires. À titre d'exemple, la Caisse d'épargne la semaine dernière m'a dit que d'ici fin d'année, les promoteurs qui ne suivraient pas la règle du jeu ou qui seraient moins ambitieux que ce que nous impose la règle, ou qui seraient juste à la règle, auraient un impact négatif sur leur taux de prêt. Donc là, il y a vraiment un enjeu sur la compensation carbone. Donc elle fait déjà partie de nos futurs outils financiers, hein, c'est-à-dire qu'on le faisait déjà dans l'aspect transformation. Mais là, on est sur vraiment un impact financier pour la structuration du groupe. Et ensuite, la compensation carbone, elle fera partie de nos outils avec l'accompagnement de Carbone 4. C'est-à-dire que dans le cadre de notre stratégie à impact, le premier volet et le premier acte qu'on va faire avec Carbone 4, c'est de mesurer en fait le bilan carbone de l'ensemble du groupe sur l'année 2021, donc opération réalisée 2021. Et ensuite travailler avec eux sur des outils pour créer celui de 2022 et celui de 2023 en interne, mais qui sera audité en fin d'année par les équipes de Carbone 4 ou un autre auditeur externe. Et donc cette compensation carbone, en fait, elle sera réalisée de manière très naturelle, puisque dans le cadre de la stratégie impact qu'on va mettre en place avec Carbone 4, forcément, il y aura des ambitions de compensation carbone pour atteindre un objectif qui soit clairement plus ambitieux que nous impose la norme aujourd'hui. Donc sur le carbone, juste à titre d'information pour notre activité, l'impact carbone, c'est 94% à minimum, 94% émise par nos projets immobiliers. Donc le fait de structurer une filiale qui soit clairement dédiée à la construction en bois, on est déjà, comme je l'évoquais, moins 85% par rapport à la norme actuelle en émissions carbone. Donc on est déjà dans un système de compensation qui est très vertueux. Et qui plus est, avec 25% de notre production qui est déjà en réhabilitation, où là aussi on est dans cette thématique de non-émission de carbone, puisque le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Merci beaucoup. Du coup, il y avait la seconde question d'Antoine.
qui était d'où vient le bois utilisé, quelles essences? Alors, le bois utilisé, on est sur du bois de charpente, hein, on est sur du sapin. Et ce bois de charpente, en fait, on est aujourd'hui avec une société qui est basée à côté du lac Léman, à Thonon exactement. Et donc, cette société nous fournit aujourd'hui le bois et elle a l'engagement par rapport à son approvisionnement d'être dans un rayon de 200 km. C'est-à-dire que le bois vient, quand on parle d'étranger, vient un maxima de bois de Bavière, de la forêt noire, peut venir de Suisse, un peu d'Italie, mais il n'y a aujourd'hui pas de bois italien, mais c'est Suisse, Bavière et Alpes. Donc on est vraiment sur cette origine de bois aujourd'hui. Merci, ça répond bien à vos questions, Antoine. N'hésitez pas à nous dire si c'est OK pour vous. Alors, on a d'autres questions qui ont été posées. N'hésitez pas à chaque participant à voter pour celle qui vous intéresse le plus. Donc on a une question de Rebecca. Rebecca qui nous dit: «Bonjour, merci pour cette présentation. Est-ce que vos collaborateurs et autres parties prenantes s'impliquent dans la transition du groupe et si oui, de quelle manière?» Donc ça, c'est un engagement. Alors, on le fait déjà via les recrutements, hein. C'est-à-dire que les personnes qu'on recrute doivent avoir cette sensibilité. Et aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, et c'est une chance, hein, pour nous, c'est qu'on a des profils qui sont de plus en plus qualifiés, mais qui cherchent du sens et qui ne le retrouvent pas forcément dans d'autres groupes de promotion immobilière et du coup viennent chez nous et nous proposent leur candidature parce que la structure a du sens. Donc ça, c'est vraiment une valeur qui est extrêmement forte. Et après, pour impliquer les collaborateurs, on le fait de deux manières. Donc, par exemple, l'an dernier, on a mis en place des groupes de travail sur différentes thématiques. Donc, il y avait un groupe de travail sur le label Vestia, un groupe de travail sur la QVT, donc plusieurs groupes de travail dans lesquels chacun se mettait de manière volontaire. D'où notamment le sondage qui a été fait de manière complètement indépendante par un des groupes de travail. Donc c'est vraiment là-dessus où on crée une émulation au sein des équipes. Et après, nous, en termes de force de proposition, on met en place des formations dédiées. Donc l'an dernier, à titre d'exemple, on a fait une formation avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, qui aujourd'hui a un panel plus large que les oiseaux puisqu'elle travaille sur l'ensemble de la biodiversité urbaine. Et donc sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Donc quand on fait cette formation, c'est l'intégralité des collaborateurs, hein, y compris les fonctions support, pour justement voir intégrer les valeurs du groupe et pas que les opérationnels, donc qui sont formés pendant 2 jours par la LPO. On a également fait une formation d'une demi-journée par l'Association des Parisiens de France, pour notamment sur le handicap au sein de nos résidences et comment l'intégrer au mieux et créer des partenariats notamment puisque normalement l'Association des Parisiens de France viendra visiter la résidence qu'on crée pour justement faire un retour d'expérience et faire aussi de manière itérative des améliorations. Merci beaucoup. Alors, on a d'autres questions. Alors, on a une question de Mine qui revient sur l'approvisionnement du bois. Comment sécurisez-vous les appros futurs en bois? Comment intégrez-vous la souffrance et défis d'adaptation de la forêt française? Et quel engagement avec l'amont de la filière? Désolée si le point a été abordé en présentation, je me suis connectée tard. Pas de souci. Non, je n'avais pas abordé. Alors, je relis la question juste. Alors, sur l'aspect sécurisation, donc ça fait partie de l'évolution en fait de la structure et de l'usine, puisqu'aujourd'hui, effectivement, la capacité des scieries notamment peut être limitée en fait par rapport aux besoins qu'il va y avoir au sein des nouvelles opérations de logement. Donc aujourd'hui, on a pris le parti de maîtriser aussi en amont en fait la partie de construction des panneaux en fait en bois qui étaient avant faits par des charpentiers, ce qui nous permettra de maîtriser et d'être directement en lien avec les scieries. Donc ensuite, comment on garantit en fait l'approvisionnement futur en bois? C'est qu'on rentre dans un cercle vertueux. Là où, et c'est l'avantage en fait d'industrialiser notre métier, c'est que là où nos confrères vont être en relation avec une entreprise qui va faire ses panneaux, qui va demander à une scierie ou à un grossiste d'acheter le bois et le grossiste va s'impliquer à la scierie, nous on est en direct avec les scieries. Donc on fonctionne en circuit court et donc on est en direct avec les industriels ou avec les producteurs de bois.
Et donc ça, c'est un énorme avantage par rapport à la concurrence, ce qui nous permet aussi d'aller directement voir les scieries, mais aussi les scieries locales. Donc là, on est justement en discussion avec la région Occitanie qui a énormément investi sur la filière amont et qui aujourd'hui recherche des sorties commerciales pour ses exploitations. Donc là, nous, on est une sortie commerciale tout trouvée. Et le fait d'être en avance par rapport à justement l'industrialisation de notre métier fait que ça nous permet d'avoir aussi un cran d'avance sur la sécurisation des approvisionnements futurs en bois. Donc après, sur l'engagement avec l'amont de la filière, je parlais du rayon de 200 km. Donc c'est déjà d'avoir des essences qui sont locales. Et il faut savoir que la forêt française a grandi de 25% en fait ces dernières décennies. Donc son aire en fait a augmenté de 25%. Aujourd'hui, l'enjeu quand on parle de souffrance, c'est justement l'adaptation au réchauffement climatique. Donc on sait que les essences vont malheureusement disparaître de certaines régions, mais vont être remplacées par d'autres. Donc là, typiquement, le travail aujourd'hui des exploitations forestières, c'est de planter dès aujourd'hui des essences qui seront adaptées pour le réchauffement climatique. Donc là, on travaille vraiment là-dessus au niveau de la région. C'est comment, au-delà que ces investissements soient portés soit par des fonds régionaux ou des fonds européens et par les scieries elles-mêmes, c'est comment les accompagner pour leur garantir des sorties commerciales. Donc c'est vraiment un gagnant-gagnant en fait dans ce schéma-là. Merci pour cette réponse très complète. Ça fait aussi le lien avec la question de Stéphane. Comment prenez-vous en compte justement le risque physique lié au changement climatique dans vos opérations? Alors, on a déjà une réglementation qui est la réglementation énergétique 2020 qui pousse en fait le confort d'usage. Donc c'est quelque chose qui n'existait pas en fait dans les anciennes réglementations thermiques. Et donc aujourd'hui, nous, c'est aller plus loin en fait avec les architectes. C'est d'abord, alors c'est ce qu'on faisait déjà depuis en tout cas 28 ans au niveau de notre groupe, hein, mais c'est d'abord réfléchir comment on conçoit la structure extérieure de nos bâtiments, c'est-à-dire comment on les isole au mieux pour éviter qu'il y ait des déperditions thermiques et pour éviter qu'on ait des besoins de se chauffer en hiver et de conserver l'inertie thermique pour éviter de trop refroidir l'été. Donc c'est déjà cet aspect-là. Et donc nos bâtiments aujourd'hui, on pousse de plus en plus. Je parlais des bureaux, des bureaux où on passe toute la journée qui sont énormément énergivores en termes de besoins climatiques, de besoins de climatisation plutôt, excusez-moi, où là on systématise en fait les bureaux traversants en faisant des systèmes de coursives extérieures. Donc ce qui permet en fait de rafraîchir naturellement en faisant tout simplement des courants d'air en fait sur nos bureaux. Et donc là c'est de limiter déjà un risque physique. Donc quand on conçoit un bâtiment qui est extrêmement bien isolé et qu'en plus on vient faire des ventilations et favoriser les ventilations intérieures et les bonnes expositions, c'est-à-dire que quand la façade sud du bâtiment de bureau est en double pot et sert justement à faire tampon par rapport à l'impact de la façade, là on est sur quelque chose qui permet d'éviter de tenir compte du risque physique. On passe aussi par la colorimétrie des façades. Donc c'est vraiment des petits détails qui font avec des petites choses qui finalement peuvent représenter des petits détails pour vous, mais qui, dans leur somme, en fait, font qu'on arrive à maîtriser le risque physique dans sa globalité. La colorimétrie des façades, mais on tend vers du blanc dans nos régions et on va tendre vers des coloris un peu plus sombres, plus on va monter, en fait, sur le territoire. Le dernier aspect, c'est le risque physique lié au changement climatique, c'est la biodiversité. Je parlais de la LPO. Aujourd'hui, on systématise l'appel à un paysagiste avec une dimension écologue dans nos opérations pour travailler en fait sur tout ce confort en fait et cet îlot de fraîcheur qu'on va créer en créant de la végétalisation. Donc soit de la végétation via des jardinières en façade qui sont alimentées par du recyclage géogrise, soit des couches de terre et des toitures végétalisées qu'on va apporter une inertie thermique en toiture pour les logements qui se situent aux derniers étages, soit en cœur d'îlot de la végétalisation en pleine terre où on recrée de la vraie biodiversité qui permet justement de capter de la chaleur et vraiment des îlots de fraîcheur pour les résidents. Merci beaucoup. Ça rejoint une question qu'il y avait de Pauline. Alors, je ne retrouve pas sa question. C'était sur l'artificialisation des sols, justement. Mais tu y répondais en partie. Hop, je suis en train d'essayer de retrouver sa question. Ah oui, voilà. C'est une question de Léa, pardon, qui dit qu'en tant que promoteur et constructeur, justement, comment abordez-vous la question liée à la problématique de l'artificialisation des sols, dont les effets délétères
ruissellement, biodiversité en chute sont désormais documentés. Donc, vous avez déjà répondu à Oui, non, quelques mais éléments. après, on peut ajouter sur l'élément. Donc, bon, il y a une loi qui est passée sur la zéro artificialisation nette. Mais au-delà de ça, en fait, c'est que notre métier, en tout cas, comment on le vit aujourd'hui et comment on le vit déjà depuis plusieurs années, c'est qu'on reconstruit la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'on va pas aller travailler sur de l'extension urbaine, hormis quand une ville a aménagé un nouveau quartier et sur lequel on va bien intervenir, mais ça veut dire qu'elle a anticipé en fait ces problématiques d'artificialisation des sols. Donc aujourd'hui, quand on intervient, c'est soit en périmètre, ce qu'on appelle de zones d'aménagement concertées, donc les actes qui sont aménagés et réfléchis par les collectivités, soit on va reconstruire la ville sur la ville, donc soit sur la réhabilitation, soit sur de la reconstruction en fait de zones d'activité. Donc là, on va densifier finalement et on va répondre à la problématique d'artificialisation des sols en densifiant en fait les réalisations. Donc par exemple, là où vous aviez 2 maisons, on a fait une livraison il y a quelques mois d'une zone qui était au pied d'un arrêt de tramway, donc qui était voué à se densifier, où il y avait 2 villas, mais qui étaient complètement imperméabilisées. C'est-à-dire vous aviez une dalle béton, vous aviez une piscine, vous aviez déjà une maison de plein pied, 2 maisons de plein pied qui étaient très conséquentes. Et finalement, quand on fait le calcul de la somme de cette artificialisation, on était sur 75% des sols qui étaient artificialisés. Nous, on est venu construire 50 logements en R+2, avec un niveau de sous-sol, finalement, on n'a plus que 60% d'intermédiation. Donc, on augmente, en fait, on a amélioré, en fait, l'artificialisation des sols en venant densifier, en venant construire plus de logements. Donc, ça permet aussi de casser un peu l'image d'Épinal qui fait que c'est pas finalement en construisant des immeubles qu'on vient artificialiser. On peut aussi le faire de manière très intelligente en reconstruisant la ville sur la ville et en améliorant l'état précédent. C'est très clair. Merci beaucoup. Je vais peut-être reprendre la main juste pour rappeler l'objet du financement sur l'ITA.co, que du coup Vestia finance sa transformation via des obligations vertes à prime d'impact. Donc pour vous expliquer quel est cet étrange produit, en fait ce sont des obligations classiques, donc c'est de la dette, à un taux d'intérêt annuel prévu de 8% sur 5 ans. Avec un remboursement donc in fine à la fin des 5 ans. Donc la prime d'impact est encore en cours de négociation, mais elle va en fait, la prime d'impact, c'est un pourcentage, c'est un intérêt supplémentaire qui garantit en fait la finalité durable de l'investissement et qui est versé en supplément des intérêts annuels, heu, par Vestia aux investisseurs si les objectifs qui sont fixés chaque année, donc des objectifs d'impact environnementaux et sociaux, ne sont pas atteints. Donc la prime d'impact, voilà, elle sera indexée sur ces objectifs-là, dont en priorité la réalisation du bilan carbone complet et la mise en place d'une trajectoire carbone alignée aux accords de Paris notamment. Et l'objet de la levée de fonds sur l'ITA est de vraiment systématiser l'approche du groupe en matière de transition sur l'intégralité de ses projets, sur tous ses scopes, et de mettre en place des objectifs qui sont ambitieux, à la hauteur des enjeux actuels, et aussi de pouvoir permettre au groupe voilà, de lui donner les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Donc c'est un investissement à partir de 300 € et c'est aussi éligible au PEA-PME à partir de 5 000 € sur l'ITA. Donc voilà, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur ce dispositif fiscal, si vous êtes résident français et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos conseillers. C'est un dispositif qui est très intéressant, ce qui vous permet d'être exonéré d'une partie de l'imposition sur les intérêts. Voilà. Du coup, ça répond peut-être à certaines de vos questions. On va en reprendre évidemment quelques-unes, parce qu'il y en a encore pas mal. Du coup, il y avait une question de Maëlle. Maëlle, je vais essayer de vous proposer de monter sur scène pour poser vos questions, car j'ai vu que vous en aviez plusieurs. Vous n'êtes pas obligé d'accepter l'invitation. C'est pas obligatoire, on pourra poser vos questions en direct. Je viens de vous envoyer une invitation. Je crois que Maëlle se prépare. Est-ce que Maëlle est avec nous? Bonjour Maëlle. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bon. Je vous en prie. Merci.
Mes questions portaient sur 2 points. C'était sur éventuellement, comme le bois utilisé est une façon de séquestrer du carbone, est-ce que votre métier et vos opérations vous permettent d'émettre des crédits carbone? Je ne sais pas si c'est possible, parce que ça peut être une source de revenus supplémentaire. En tout cas, j'imagine que vous avez la réponse à cette question. Et après, c'était pour savoir si vous aviez envisagé de faire une levée de fonds supplémentaire. Et en fait, j'ai vu que vous aviez déjà fait une levée de fonds, si je ne me trompe pas. Et donc, quelle était la raison pour laquelle vous aviez choisi plutôt d'émettre des obligations et si vous envisagiez de faire une nouvelle levée de fonds et puis aussi en supplément, j'étais intéressé de connaître quels étaient les actionnaires actuels de Vestia. Voilà, merci beaucoup. D'accord. Alors, sur l'émission des crédits carbone, c'est complètement d'actualité, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a effectivement deux façons de les. Je parlais de financiarisation, hein, donc aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. Et effectivement, on l'avait fait dans un axe de transformation, puisqu'on savait qu'il y avait tout simplement un accès au financement qui serait limité par la suite, hein, puisque du fait de la non-compensation carbone, dans tous les cas, aujourd'hui, il y a des opérateurs qui vont être en souffrance, qui ne font pas cette transformation carbone. Donc, on a voulu prendre un temps d'avance et aller encore plus loin sur la décarbonation. Pour répondre à vos questions, en fait, effectivement, il y a des labels qui sont en train de se créer et qui sont en train d'être labellisés par l'ADEME pour émettre des crédits carbone. Donc là, c'est en cours. Il y en a certains qui viennent d'être validés, donc c'est tout récent, hein, puisque ça date il y a quelques semaines à peine, et qui vont nous permettre finalement de financiariser ce gain carbone, ce qui n'existait pas avant. Le deuxième axe, c'est aussi par rapport aux institutionnels, où aujourd'hui, des institutionnels se positionnent clairement pour l'acquisition en bloc de bâtiments bas carbone, sur lequel ils souhaitent justement anticiper une rentabilité qui sera forcément moins importante sur des bâtiments qui seront plus émetteurs de carbone que d'autres. Donc là, dans le cadre de leur création de portefeuille, en fait, ils sont intéressés et ils nous ont contactés pour acheter plusieurs immeubles, notamment via cette décarbonation. Sur le deuxième axe, la levée de fonds. Donc, levée de fonds aujourd'hui, c'est notre première levée de fonds, puisqu'on avait l'habitude de effectivement passer sur des levées de fonds avec des plateformes pour le financement de fonds propres opérationnels. Mais là, c'est notre première levée de fonds corporate, puisqu'aujourd'hui, tous nos financements étaient portés pour nos fonds propres. Mais là, compte tenu de la croissance de l'entreprise et notamment de nos besoins d'investissement sur la partie transformation, on a fait le choix de faire une levée de fonds corporate. Et c'est aussi pour ça, et j'insiste, hein, c'est qu'on l'a fait via l'ITA, dans le cadre de cette transformation, il était absolument indispensable qu'on soit accompagné par des gens qui partagent nos valeurs et notre vision des choses. Et donc, on savait que via l'ITA et ensuite via des partenaires comme vous, on aurait aussi accès à des personnes qui auraient cette sensibilité-là. Donc, c'était vraiment un enjeu pour nous, qu'on l'a auprès de nos collaborateurs, mais qu'on l'ait aussi auprès de nos partenaires financiers. Et le deuxième axe, l'actionnariat actuel de Vestia, c'est une holding qui est 100% familiale. Donc, aujourd'hui, c'est mon père, ma sœur et moi. Voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions, Maël ? Oui, peut-être une petite précision. Merci beaucoup pour vos réponses. Peut-être aussi, je me demandais si l'ouverture du capital était envisagée. C'était plutôt ça aussi l'origine de ma question. À contrario des émissions obligataires, est-ce que vous aviez envisagé ou le besoin de faire une ouverture du capital plus tard ou c'est pas du tout envisagé? C'est quelque chose qui forcément viendra avec le temps, hein, compte tenu de la croissance de l'entreprise, mais pour l'instant, c'était pas envisagé dans l'immédiat. Mais c'est effectivement quelque chose qui viendra avec la croissance de l'entreprise, on va dire. Affaire à suivre. Donc, merci Maël pour vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. On se retrouve dans le chat. Au revoir. Au revoir. Très bien. Du coup, je pense qu'il y en a d'autres questions encore. On a une question de Rebecca. Rebecca qui nous pose
Donc, l'ITA vous définit comme une PME mieux-disante sur un secteur qu'il est urgent de carboner. Avez-vous prévu de partager vos bonnes pratiques aux autres acteurs de votre secteur? Alors, en fait, ce qui est intéressant avec notre métier, c'est qu'aujourd'hui, on va se positionner en promoteur, mais on va se positionner aussi en tant que constructeur. Donc, c'est-à-dire qu'on va aussi avoir cette capacité à répondre pour nos confrères en tant que constructeur ou copromoteur. Donc, effectivement, on a prévu de le partager, puisque l'idée, c'est vraiment que cette pratique soit... Alors, aujourd'hui, ce que je vous disais par rapport aux capacités de l'usine, hein, l'usine a vocation à sortir 8 modules par jour. 8 modules, un module, c'est un studio. Donc, on est aujourd'hui sur 1600 modules par an maximum. Donc, on est à peu près sur 600-800 logements par an. Donc, quand on voit le besoin aujourd'hui, parce que ce besoin a été chiffré et le gouvernement l'a confirmé, on a un besoin de 450 000 à 500 000 logements par an, qu'on peut définir à peu près sur 400 000 logements neufs à peu près. Donc, avec nos 800 logements, plus la seconde usine qu'on souhaite ouvrir, on sera largement en capacité à diffuser, mais on n'a pas l'ambition de couvrir tout le marché aujourd'hui. Mais forcément, il faudra diffuser les bonnes pratiques pour les partager avec l'ensemble de nos confrères. Donc, on est actuellement en contact, ce que je vous disais tout à l'heure, avec des bailleurs sociaux, d'autres promoteurs aussi qui sont intéressés pour répondre avec nous en copromotion, ou même simplement des gestionnaires de résidences étudiantes, hôtellerie, hébergement d'urgence, qui souhaitent juste nous voir en tant que constructeurs. Très bien, donc on voit un engagement aussi social assez fort en plus de votre trajectoire carbone à venir. Merci beaucoup. On a une question de Pauline. Bonjour, votre impact positif sur la partie construction est clair. En revanche, quels sont les éléments qui permettent de vous définir comme entreprise à impact sur la partie Vestia IMO, location et vente? Alors, en fait, sur la partie Vestia IMO, c'est encore une fois, il faut le voir non pas comme quelque chose à impact, mais comme un outil au profit de l'impact. C'est-à-dire que la promotion en elle-même, on fait, entre guillemets, on fait le même métier en termes de tâches qu'un de nos confrères. Mais sauf que ce métier va nous servir à promouvoir des projets à impact. Donc, c'est vraiment en fait sur ce cliquet-là qu'il faut le voir, c'est-à-dire que la partie Vestia IMO, sur la partie location, on va gérer des appartements, mais à la place de gérer des appartements lambda, on va aller gérer des appartements dans des résidences qui sont décarbonées et qui sont à forte valeur d'usage. Donc, c'est là où on fait la différence par rapport à la location. Après, c'est vraiment en fait cette différence-là. Donc, on a des fonctions et c'est là où il y a une vraie transformation de notre métier. C'est que les parties qui étaient avant le cœur du métier et ce qu'on mettait en avant, c'est-à-dire la promotion immobilière, aujourd'hui ne devient presque une fonction support et une fonction opérationnelle au service de l'impact. Très clair, merci beaucoup. Pauline, j'espère que ça répond bien à votre question. Qu'on avait d'autres questions. Donc, une question de Miguel. Bonjour, pourriez-vous nous préciser le nombre de salariés de votre entreprise et votre stratégie relative à la forte croissance de votre CA? x2 en 2 ans et 3 en 5 ans. Alors, sur le nombre de salariés, aujourd'hui, on a une 60aine de salariés, donc qui sont répartis pour à peu près une trentaine sur la partie promotion immobilière, une petite douzaine sur la partie maîtrise d'œuvre, et ensuite bureau d'études et usine, on est sur 25 salariés aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve sur une soixantaine de salariés, mais cet effectif va croître sur la partie usine, puisqu'elle va croître en fonction des lignes de production qu'on va mettre en œuvre, des 8 lignes de production qu'on va mettre en œuvre à terme, puisqu'aujourd'hui, on est au démarrage de l'usine, donc on a 3 lignes de production qui sont en cours. Donc, l'effectif, le nombre de salariés va augmenter avec cette croissance de production. Par contre, sur la partie promotion, les projets vont changer, puisque je parlais d'un marché qui va être de plus en plus lié aux institutionnels en temps bloc. Donc, la commercialisation, finalement, avec l'équipe qu'on a aujourd'hui, elle est structurée pour répondre à la demande de nos investisseurs et institutionnels sur la partie commerciale. Et sur la partie opérationnelle, on va aller soit sur des projets qui seront plus simples à gérer, puisqu'on maîtrisera la construction en interne, c'est-à-dire des chantiers qui dureront 2 fois moins de temps. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a 2 fois plus des effectifs peuvent travailler sur 2 fois plus d'opérations qu'avant et sur des tailles d'opérations qui vont grossir.
Donc finalement, l'augmentation de la croissance, en tout cas pour la partie promotion, va rester stable au niveau des effectifs. Pour la partie usine, va continuer à augmenter. Et pour la partie aussi gestion sur l'usage, on va avoir une augmentation du nombre de salariés. Donc c'est vraiment en fait sur ces deux aspects. Encore une fois, on y revient sur l'aspect transformation, c'est sur l'aspect écologique, donc avec l'usine, et sur l'aspect usage, où on va avoir une croissance des effectifs. Sinon, le reste des fonctions, qui étaient les fonctions entre guillemets classiques, vont rester stables. Merci beaucoup. Je vois que l'heure passe. On arrive à la fin de ce live. Alors, il y a quelques questions encore non répondues, vous inquiétez pas, on vous fera un retour par email de manière individuelle. On peut peut-être juste prendre la question de Stéphane, qui était justement sur à quelle échéance est prévue la réalisation de ce fameux bilan carbone. On l'a vu dans la roadmap, mais peut-être juste donner un peu d'informations sur ce qui arrive. Justement, on a fait la roadmap avec Carbone 4. Donc, sur cette roadmap, en fait, ils nous ont fixé, alors, vu que c'est la première fois qu'on le fait, hein, c'est des délais qui sont indiqués par Carbone 4. Donc, aujourd'hui, c'est environ 6 mois pour faire le bilan carbone complet, en fait, hein, sur les années 2021 avec eux et 2022 de manière autonome pour qu'ils puissent nous contrôler et contrôler sur la manière de faire. Et ensuite 3 mois supplémentaires pour faire la stratégie à impact issue du bilan carbone. Donc on est à peu près on a ciblé environ une dizaine de mois pour faire le bilan carbone et la stratégie à impact. Donc on aura des résultats même sur le temps de l'obligation via l'ITA. On vous donnera des informations sur le suivi de toute façon de cette trajectoire carbone du groupe Vestia. Merci beaucoup Philippe-Antoine d'avoir participé, d'avoir été avec nous pour ce petit temps. Merci à tous les participantes et participants. Et on se retrouve sur l'ITA donc pour une collecte de l'ouverture des souscriptions qui est prévue dans les prochains jours. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez des questions complémentaires. Et je vous souhaite un bon appétit. À bientôt. Merci beaucoup. Au À revoir. bientôt. Au revoir.